Voilà, c'est bon, vous voyez bien mon écran en ce moment. Ok, c'est bon. Oui, je crois que moi je vois bien ton écran. Ok. Ok, cool. Que du coup, je pense qu'on peut commencer. Donc, du coup, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui de vous faire une présentation sur le state management avec Flutter. Donc, moi, c'est Aline Kanouté. Je suis développeur full stack et également ingénieur logiciel. Donc, actuellement, je travaille dans une entreprise qu'on appelle Jasmine Conseil. Donc, je suis là-bas en tant que développeur, on va dire. Et bon, je laisse Moïse se présenter lui-même. Et Moïse. Bon, fallait le faire, hein. Ok, bonjour tout le monde. Donc moi c'est Maïs Mbaye. Comme tu as noté, je suis ingénieur logiciel et développeur full stack. Et je touche également à la partie infra, justement tout ce qui est DevOps, Kubernetes, ce genre de choses. Donc voilà, je pense que c'est un peu tout de mon côté. Ok, merci Moïse. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter Block et Riverpod à travers une simple description. Donc il y aura une partie théorique où on va faire le tour de ces deux technos ou librairies ou approches. Pas quelle est la meilleure manière de nommer ça. Donc Moïse, si tu peux passer au slide suivant, on va avancer le plan. Ok. Donc voici le plan qui est séparé en 10 parties en gros. Donc la première partie, on va expliquer rapidement, brièvement, c'est quoi le state management. Ensuite, on va voir la partie Riverpod et Maïssa va finir la partie Riverpod avec en présentant en fait la maquette qu'on a prévu d'intégrer et également il va faire l'implémentation avec Riverpod. Et dans une seconde partie, on va voir la partie bloc et on va terminer avec notamment la version ou l'implémentation avec bloc de la maquette. Donc, espérons que ça aille vite. Donc, voilà. OK. Donc, en gros, c'est quoi le state management? Donc, on a mis deux phrases donc, histoire d'expliquer. Donc, la première partie, c'est quoi un état? Donc, on dit qu'un état, c'est une information qu'on a dans un widget. Euh, bon, c'est une information qui peut être lue lorsqu'un widget se crée. Donc, et cet état peut changer tout au long du cycle de vie de notre application. Donc, le state management, c'est le fait de gérer ces différents états et de reconstruire nos différents widgets ou nos UI par rapport à l'état d'une information. Donc, je pense que c'est concrètement ça. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais c'est peut-être tu veux rajouter quelque chose. Yes, je pense que tu as parfaitement expliqué ce qu'est l'État. Donc, en gros, c'est beaucoup plus en fait l'ensemble des informations qui vont transiter en fait dans votre application. Donc, vous pouvez avoir votre application mobile et faire de telle sorte que lorsque l'utilisateur en fait interagit avec les éléments de votre UI, donc de votre application, que ce soit un bouton ou bien un formulaire, l'état en fait change. Et cet état-là peut changer tout au long du cycle de vie de l'application. Donc, je pense que c'est à peu près tout. Donc, quand tu peux reprendre la main. Ok, donc c'est clair, c'est ça. Maintenant, tu peux avancer. Ouais, là, je crois que c'est ta partie. Je vais te laisser la main et Yes, tu vas nous présenter Riverpod. d'accord, ça marche. Donc, voilà, donc dans cette première partie-là, je vais essayer un peu de vous présenter Riverpod. Donc, nous allons essayer de voir un peu ce qu'est vraiment Riverpod, ce qu'il nous permet de faire et quel est vraiment son apport lorsqu'on essaie d'utiliser ça en fait au niveau de notre application Flutter.
Donc, c'est quoi Riverpod? Riverpod, en fait, c'est un framework réactif de gestion d'état. Donc, comme mon collègue Kanouté l'a expliqué tout à l'heure, donc ce qui est un state management, donc le fait de pouvoir gérer en fait l'état de notre application. Donc, Riverpod, en fait, est un framework, un cadre qui va nous permettre en fait de gérer assez facilement l'état de notre application. Et c'est plus qu'un state management system. Donc, le plus souvent, lorsqu'on fait une classification un peu de tout ce qui est des systèmes de gestion de state au niveau de Flutter, on classe Riverpod. Mais Riverpod est bien plus qu'un state management. Donc, au-delà de nous aider à gérer tout ce qui est state de notre application, il va essayer également de nous faciliter tout ce qui est gestion de dépendance, plutôt d'injection de dépendance. Donc, on sait que l'injection de dépendance, c'est un pattern qui est assez utilisé au niveau de notre application. Donc, lorsqu'on développe des applications plutôt, on a tendance à utiliser le pattern d'injection de dépendance. Par exemple, lorsqu'on a un service et qu'on veut l'injecter dans un composant bien déterminé, ou bien dans un repository, par exemple, on utilise souvent le principe d'injection de dépendance. Et également, il nous permet de gérer tout ce qui est caching. Donc, on sait que lorsqu'on fait des applications mobiles, on fait de telle sorte que, par exemple, tout ce qui est état, ou bien certaines données qu'on puisse les mettre en cache. Et de ce fait, on pourra faire de telle sorte qu'on va économiser tout ce qui est, par exemple, networking avec la bande passante Internet de l'utilisateur, par exemple. Donc, dans notre contexte, nous, en Afrique, la connexion Internet est assez chère. Donc, par exemple, mettant en cache les calls HTTP, donc les appels network. Donc, ça va nous permettre de gagner en performance et puis d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est plus qu'un state management, en fait. Donc, au-delà de seulement gérer l'aspect state, il nous permet de faire pas mal de choses en net, comme par exemple l'injection de dépendance, la mise en cache, par exemple, et toute autre chose qu'on va découvrir. C'est également en fait une évolution et successeur de Provider. Donc, pour ceux qui connaissent Provider, c'est un autre système de gestion de state qui a été créé par le même auteur que Riverpod. Donc, au lieu de faire par exemple une évolution majeure de Provider, donc une nouvelle version de Provider, donc il s'est dit pourquoi pas créer carrément un autre state management qui va se baser en fait sur Provider, mais qui va essayer de régler l'ensemble des soucis en fait que l'on rencontrait lorsqu'on utilisait Provider. Donc cet auteur, c'est tout simplement Rémi Rousselet, donc c'est un Français. Il est très très présent dans l'écosystème Dart et Flutter notamment. Donc il a créé les packages tels que Freeze pour ceux qui connaissent, Riverpod Provider et tout un ensemble de packages que l'on utilise au niveau de la communauté Flutter et Dart. Et c'est également un contributeur très récurrent au niveau de Flutter et Dart. Donc, c'est un personnage à suivre dans l'écosystème Flutter. Alors, donc là, en fait, on va essayer de voir un peu la relation qu'il y a entre Riverpod et Provider. Donc, on ne peut pas parler en fait de Riverpod sans pour autant parler de Provider, vu que, comme je l'ai évoqué tantôt, Riverpod, c'est le successeur spirituel de Provider. Donc, comme vous l'avez remarqué, donc Riverpod, c'est tout simplement un anagramme de Provider. Donc, si vous intervertissez en fait les mots qui composent Provider, vous allez avoir Riverpod. Donc, il a essayé un peu de jouer sur ça. Et voilà. On a également évoqué que Provider, Riverpod plutôt, est une évolution de Provider. Donc, c'est un peu ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure. Donc, Riverpod, en fait, c'est une réécriture complète de Provider. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, le gars s'est dit que, bon, voilà, au lieu de créer, par exemple, une nouvelle version de Provider qui va apporter, comment ça s'appelle encore, un breaking change qui est assez énorme au niveau des utilisateurs de Provider, il s'est dit, bon, voilà, on va laisser Provider de côté, le faire évoluer, et nous, de notre côté, on va essayer de faire un fork, entre guillemets, et améliorer, en fait, Riverpod, et essayer de pallier à tous les problèmes en fait que l'on rencontrait au niveau de Provider. Donc pour ceux qui connaissent, avec Provider, on avait souvent le problème du provider not found. Donc on y reviendra tout à l'heure. Donc il y a le concept de provider en fait qui est assez présent au niveau du state management provider en tant que tel. Et les providers sont des objets qui vont stocker un state. Et nous, de notre côté, nous allons être en mesure de récupérer ce provider-là
à peu près n'importe où de notre application. Donc, on y reviendra un peu plus tard. Et voilà, donc au niveau du RiverPod, on garde les core concepts en fait de provider. Donc, presque la majorité des concepts qui sont au niveau de provider, on va les retrouver au niveau de RiverPod, sauf qu'on les a simplement améliorés ou voilà, apporté des changements qui vont nous aider beaucoup plus dans le développement de nos applications Flutter. Et également, le gros avantage de RiverPod, c'est qu'il nous aide à établir une bonne architecture. Donc là, c'est un peu relatif. Mais si on utilise assez bien en fait le framework RiverPod, on est capable de faire très facilement du clean architecture par exemple. Et voilà, et bien structurer en fait notre projet de telle sorte qu'on va avoir toutes les choses à leur place. Et voilà, lorsqu'on a d'autres développeurs qui vont être onboardés, ils ne vont pas se perdre, vu que chaque chose sera à sa place. Et cela va nous permettre en fait de faire évoluer très rapidement notre application qui pourra scaler en fait très naturellement, quoi. Donc voilà, je pense tout ce qu'il y a à dire sur la relation entre RiverPod et provider. Donc là, nous allons essayer de voir ce qu'est vraiment un provider, vu qu'en fait c'est la notion cœur au niveau du RiverPod. Donc là, on essaie d'expliquer tout simplement ce qu'est un provider. Donc un provider, c'est un objet qui va encapsuler un état, comme j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure. Donc c'est un objet qui va tout simplement en fait encapsuler un état, ou bien stocker un état en particulier de notre application à un instant bien donné. Et on a la possibilité en fait d'écouter les changements au niveau de cet état-là. Donc pour faire simple, au niveau de notre code, vous allez créer votre provider et vous allez dire que voilà, notre provider va peut-être fournir un repository ou bien une valeur bien précise. Et vous, dans vos widgets ou bien dans vos composants, vous avez la possibilité en fait de lire ce provider-là ou de le watcher. Par exemple, s'il y a des changements qui vont s'opérer dans ce provider-là, automatiquement vos widgets seront au courant. Et vous avez la possibilité en fait de lire, d'écouter ou bien de manipuler même ces providers-là. Donc, les providers sont au cœur de tout dans RiverPod. Donc, c'est vraiment la pièce maîtresse, la pièce centrale au niveau de RiverPod. Et ces providers plutôt vont permettre en fait de remplacer carrément certains design patterns comme tout ce qui est injection de dépendance, comme je l'ai tantôt expliqué. Même au niveau de la documentation de RiverPod, RiverPod n'est même pas défini en fait en tant que state management system. Donc, il est défini comme étant un framework qui nous permet de gérer voilà, tout ce qui est data binding, donc l'injection de dépendance, et également un framework de caching réactif. Donc voilà, on verra dans les exemples que voilà, il peut nous permettre en fait de remplacer carrément certains design patterns. Donc il va les implémenter en fait derrière, quoi. Donc tout ce qui est dependency injection, singleton, service locators par exemple, ou même inherit widgets dans Flutter. Donc tout ça, il les implémente par défaut et c'est très facile en fait de les utiliser dans notre application. Et ce provider-là nous permet de stocker et d'accéder facilement au state de notre application depuis n'importe où. Donc, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, au niveau de ce provider, vous allez définir votre state, ou bien un état de votre application, ou bien des données, ou un service en particulier. Et depuis pratiquement n'importe où, vous avez la possibilité en fait d'injecter ce provider-là au niveau de votre widget ou de tout autre composant. Et vous avez la possibilité de manipuler en fait ce state-là, sans pour autant altérer l'état de votre application. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt cool. Et il permet en fait d'optimiser les performances de votre application. Donc là aussi, c'est un aspect qui est très important, les perfs de votre application. Donc, il faut savoir qu'en fait, si vous avez l'habitude de faire du Flutter depuis pas mal de temps, vous allez vous rendre compte que Flutter fonctionne en fait comme les moteurs de jeux vidéo. Donc, si vous êtes un peu familier avec l'écosystème jeux vidéo, par exemple, lorsqu'il y a des changements qui sont opérés en fait au niveau de l'état. Donc l'ensemble de la UI est reconstruit en fait. Donc c'est un peu comme ça. L'ensemble de la UI ou la plupart en fait des éléments qui composent la UI vont être reconstruits. Donc Flutter fonctionne de la même manière et RiverPod en fait va essayer de s'appliquer à ce pattern-là entre guillemets et va en fait faire le tout pour que vous puissiez en fait optimiser les performances de votre application. Donc, je m'explique. Donc, imaginons que vous avez votre provider et que vous lisez en fait, ou bien que vous watchez ce provider-là au niveau d'un widget bien précis. Si l'état de votre provider change,
Donc, l'ensemble, en fait, de la widgetry, donc de l'arbre qui compose le widget, va être reconstruit au niveau de la UI. Donc, ça, en fait, ça peut être coûteux en performance, surtout si vous avez de gros blocs de widget et que dans ce gros bloc de widget-là, vous avez, par exemple, vous watchez un provider en particulier et que ce provider-là peut être subi à des changements très fréquents. Donc, ça va vous coûter en performance. Donc, ce que Riverpod va vous permettre de faire, c'est que vous avez la possibilité de cibler en fait un widget, un tout petit widget en particulier, qui lui peut être reconstruit lorsque en fait l'état change. Et de ce fait, là, vous allez carrément en fait améliorer les perfs de votre application en seulement faire un rerendering bien précis d'un widget bien précis. Et là, cela va vous permettre de ne pas en fait reconstruire carrément tout l'arbre de composants en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est non négligeable, surtout actuellement. La dernière chose, c'est qu'il rend votre code plus testable. On va le voir dans les exemples. Donc, en essayant en fait de bien architecturer votre projet, vous avez la possibilité de ranger vos providers dans un coin bien précis. Et vous allez juste en fait injecter ces providers entre guillemets dans vos composants, bien dans vos widgets. Cela va rendre en fait votre code beaucoup plus testable, vu que voilà, vous allez appliquer ce qu'on appelle un pattern qui est largement utilisé en informatique, comment ça s'appelle encore, qui est le separation of concerns. So là, en fait, vous allez faire de telle sorte que chaque chose sera à sa place et que vu que vous avez les providers d'un côté, vous injectez simplement les providers dont vous avez besoin dans vos widgets. Et lorsque vous avez besoin de tester un widget en particulier, vous pouvez seulement moquer en fait les providers là et les injecter dans vos tests, ou bien tout simplement utiliser les providers en fait en tant que tel dans vos tests. Et ça, c'est plutôt cool. Ça rend votre code beaucoup plus testable, beaucoup plus robuste et beaucoup plus scalable en fait dans le temps. Surtout si vous travaillez sur des gros projets ou bien sur des projets qui vont être amenés à scaler dans le temps. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir sur les providers dans Riverpod. Donc, Riverpod en fait vous propose plusieurs types de providers, donc dépendant de votre use case. Donc ça en fait c'est un peu ce qui rend complexe la learning curve. Donc si vous apprenez plutôt Riverpod, excusez-moi, en fait ça c'est une étape incontournable dans Riverpod. Donc vous devez connaître pratiquement tous les providers qui sont à votre disposition, que Riverpod met à votre disposition. Essayer de connaître en fait quel est le provider qui sera adéquat à votre use case. Donc ça c'est un peu complexe. Donc même l'auteur de la bibliothèque s'en est rendu compte. C'est pourquoi dans la version 2, donc j'essaie d'anticiper un peu, c'est pourquoi dans la version 2, vous n'aurez plus besoin en fait de spécifier un provider en particulier. Vous allez juste utiliser une annotation qu'il a déjà créée qui s'appelle Riverpod. Donc, vous allez juste mettre, par exemple, au niveau de votre fonction ou bien au niveau de votre classe, la notation attribut-pod. Et automatiquement, il va se charger d'utiliser le bon provider qui va être adapté à votre use case. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, ça, ce sera dans la version 2. Et pour l'instant, c'est en développement et c'est pas encore mûr. Donc voilà, donc là, c'est l'ensemble des providers que dispose Riverpod. Et pour chaque use case, vous avez la possibilité de choisir un provider qui va répondre à votre use case. Donc là, en premier, vous avez un provider qui s'appelle tout simplement provider. Il va vous permettre en fait de retourner tout type. Donc il marche pour tout type. Et la plupart du temps, vous allez l'utiliser en fait pour voilà, faire de telle sorte qu'un service ou bien un propriété, un service ou bien un repository ou ce genre de choses soit disponible et que vous pouvez en fait récupérer depuis vos widgets. Vous avez également ce qu'on appelle les state providers. Donc les state providers aussi vous permettent de supporter tout type. Vous pouvez retourner tout type. Et la plupart du temps, vous permettent en fait de stocker un state qui est assez simple, soit un objet ou ce genre de choses, et vous permet en fait de gérer le filtrage de conditions, par exemple. Dans le cas où vous avez une to-do list, où vous voulez récupérer en fait l'ensemble des to-do list qui sont à l'état complet ou bien qui sont à l'état ongoing, par exemple, là, le state provider est assez idoine en fait pour ce genre de use case.
Vous avez les future providers. Donc, les future providers retournent la plupart du temps un future d'un type bien donné. Donc, les futures, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme comment ça s'appelle encore là, les méthodes asynchrones dans JavaScript. Donc, ça vous permet en fait de retourner ça. Et la plupart du temps, on l'utilise pour retourner en fait le résultat d'une d'un appel API ou ce genre de choses. Donc, si vous travaillez avec des requêtes asynchrones, le plus souvent, si vous voulez le coupler avec un provider en particulier, c'est le feature provider qu'il faudra utiliser. Vous avez également ce qu'on appelle les stream providers. Donc, les streams vont vous permettre en fait de faire du real time. Donc, si vous avez par exemple une source de données telle que Firebase, par exemple, ou un service de Firebase bien donné, qui vous permet en fait de vous envoyer des données en temps réel. Donc là, vous va falloir utiliser le stream. Vous avez également ce qu'on appelle les State Notifier Providers. Donc, ce type-là permet de gérer des states assez complexes. Donc, le plus souvent, si vous avez des states avec plutôt des objets assez complexes que vous devez mettre dans votre state avec des calculs ou bien une logique assez compliquée. Le plus souvent, vous utilisez en fait le state notifier provider. Donc, lui, en fait, il va retourner un state notifier d'un type bien précis. Vous avez également les change notifier provider. Bon, les change notifiers, ça existe déjà dans Flutter. Mais lui, en fait, il a proposé ce qu'on appelle les change notifier provider. Et les change notifier provider vont retourner les change notifier. Et lui aussi, il va vous permettre en fait de gérer des objets assez complexes dans votre state avec des logiques business qui peuvent être assez compliquées. Bon, celui-là, il est deprecated dans les nouvelles versions. Donc, Remy, lui, il conseille plutôt d'utiliser les state notifier provider plutôt que les change notifier provider. Donc là, je pense que c'est tout à peu près sur les providers que propose Riverpod. Donc, peut-être si vous voulez un peu creuser un peu plus, vous pouvez vous rapprocher en fait de la documentation. Donc, la documentation, elle est vraiment excellente. Et aussi, elle est disponible dans plusieurs langues, notamment en français. Voilà, donc là, en fait, on va essayer de présenter un workflow basique dans Riverpod. Donc, dans un premier temps, vous allez essayer d'installer la dépendance. Donc, nous, en l'occurrence, nous allons installer ici Flutter Riverpod. Donc, il y a plusieurs, en fait, dépendances côté Riverpod. Vous pouvez l'utiliser si vous faites, par exemple, du Dart seulement, sans pourtant faire du Flutter. Il y a une dépendance qui est assez spécifique pour des projets Dart. Vous pouvez checker la documentation et télécharger, en fait, prendre la dépendance qui correspond à votre projet. Mais nous, vu qu'on est sur du Flutter, donc il y a la dépendance Flutter Riverpod qu'on va juste ajouter au niveau de notre pub spec YAML. Et voilà. Donc, après avoir installé la dépendance, il faut en fait faire de telle sorte que notre application soit au courant que voilà, nous, on a la possibilité de jouer avec les providers. Et pour ce faire, vous allez devoir en fait wrapper votre composant principal qui va être rendu dès que votre application se lance avec la méthode, ou plutôt le widget provider scope. Donc, ce provider scope là, c'est un widget qui est assez simple, qui a un child en tant qu'attribut, et il va juste s'occuper de rendre votre widget principal. Et de ce fait, votre application sera au courant que provider est disponible et que vous avez la possibilité de lire les providers avec Riverpod. Donc, c'est ce qu'on a fait dans cette capture-là au niveau de l'injection de Riverpod. Alors, la seconde partie, c'est voilà, la création et la lecture d'un provider, ou bien essayer de récupérer en fait la valeur d'un provider en particulier. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé un provider qui est assez simple. Donc là, c'est le premier type de provider qu'on a au niveau du tableau là, qui nous permet de retourner n'importe quoi, que ce soit un service, ou bien une propriété calculée, ou bien ce genre de choses. Donc là, on a juste créé un provider qui est assez simple, qui va retourner en fait une chaîne de caractères. Donc là, en l'occurrence, on retourne Hello World. Et là, on a défini notre widget. Donc là, c'est juste un stateless widget classique.
Donc là, on se demande la question comment on va faire en fait pour récupérer ce provider-là et lire en fait la valeur qui va être retournée par ce provider-là, en l'occurrence Hello World. Donc pour ce faire, on a plusieurs manières. Donc là, on a la première façon de faire. Donc ici, comme vous le voyez, lorsque l'on instancie en fait le provider, donc là, on a l'attribut ref, un paramètre de l'attribut ref. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc le ref là, en fait, c'est ce qu'on appelle un provider ref ici en l'occurrence. Donc ce provider ref là va nous permettre en fait de manipuler le provider. Donc on a la possibilité en fait dans un provider injecter un autre provider pour pouvoir watcher ce provider là en l'occurrence ou bien le lire. Donc c'est un peu ça. Mais sinon on a la possibilité en fait de le mettre juste en mettant un underscore quoi si on n'a pas besoin de l'utiliser dans notre provider en question. Donc là c'est ce qu'il a fait. Notre gars IT dev. Donc là, en fait, on a juste mis un underscore pour omettre le ref. Et donc là, notre provider retourne toujours hello world. Donc ce qu'on fait, c'est que auparavant, on avait une stateless widget. Donc là, vu qu'on a installé la dépendance RiverPod, on a la possibilité en fait d'utiliser ce qu'on appelle un consumer widget. Donc ce consumer widget là va nous permettre d'avoir pas mal de choses, comme le fait de pouvoir lire en fait un provider en particulier. Donc maintenant, on n'étend plus de stateless widget, mais on va étendre de consumer widget. Et comme vous remarquez, au niveau de la méthode build de notre widget, on n'a plus seulement le build context en tant que paramètre, mais on a un second paramètre qui s'appelle widget ref. Donc peut-être ça va vous rappeler un peu le provider ref qu'on avait ici. Donc voilà, lorsqu'on définit notre hello world provider. Donc là, on a notre provider ref et ici, on a widget ref. Donc, c'est deux types de ref, on va dire. Donc, widget ref et provider ref, ils nous permettent à peu près de faire la même chose, à savoir manipuler en fait les providers, à savoir soit les lire, récupérer les valeurs qui se trouvent au niveau de ce provider-là, ou bien watcher les providers en question. Donc là, ce qu'on fait, donc vu qu'on a en fait à notre disposition le paramètre widget ref, que l'on passe à notre méthode build, on a la possibilité de watcher notre hello world provider que l'on a défini plus en haut. Et lorsqu'on utilise la méthode watch au niveau de ref, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va en fait watcher le provider. Donc dès qu'il y a un état qui est altéré au niveau du hello world provider, donc automatiquement ce widget là, le hello world widget va être re-rendu au niveau de la UI. Donc ce qui est plutôt cool. Donc là, il gère assez facilement le re-rendering de notre widget dès que notre provider change d'état en fait. Et donc là, on retourne juste un widget texte avec le hello world qui va être retourné par notre provider. Je pense que c'est à peu près ça. Donc la seconde méthode, c'est que on a la possibilité de garder toujours notre stateless widget, donc que Flutter nous donne par défaut. Et on a la possibilité d'utiliser un autre widget qui s'appelle consumer. Donc ce consumer-là va avoir une méthode de build, plutôt builder, va plutôt avoir une propriété builder, et ce propriété builder va nous permettre en fait d'avoir toujours notre widget ref en paramètre. Donc comme vous le voyez sur l'image de droite, donc on a notre widget ref en paramètre et on a la possibilité de watcher notre provider en question. Donc la différence entre ces deux approches, c'est que voilà, c'est surtout pour l'aspect performance dont je parlais tantôt. Donc dans la première partie, donc dans l'image de gauche, donc si on avait en fait un arbre de widget ici en l'occurrence, si par exemple au lieu de return un texte, si on avait une colonne par exemple, si on faisait un return column, et dans cette colonne on avait plusieurs widgets. Donc dès que l'état en fait qui se trouve au niveau du hello world provider change, dans ce cas-là, toute la colonne en fait va être re-render. Alors que dans la seconde image, donc dans l'image de droite, vu qu'on a utilisé un consumer, donc là on cible spécifiquement comment ça s'appelle encore, le widget text. Donc dans cette approche, donc dès que l'état du hello world provider change, il y a seulement le texte qui va être re-render. Le scaffold ne va pas être render, le abbar ne va pas être render, mais seulement le texte en fait qui se trouve en dernier lieu qui va être render. Et ça va nous permettre de gagner drastiquement en performance en fait. Et c'est ça qui fait la puissance de RiverPod. Donc voilà, donc c'est un peu
le workflow basique de Riverpod. La plupart du temps, on crée notre provider. Ensuite, on va faire de telle sorte que nos widgets puissent être au courant de ce provider-là. Et on peut soit lire le provider ou bien le watcher. Donc, c'est à peu près ça. Donc, dans cette partie-là, nous allons vous présenter en fait un peu notre maquette que mon collègue Kanouté a mise en place. Et je vais essayer de faire en fait une implémentation avec Riverpod dans ce sens-là. Bon, je ne sais pas, peut-être si Aline Kanouté, tu as des choses à ajouter par rapport à la maquette ou du use case en question. Alors, j'espère que vous m'entendez Allô, toujours. vous m'entendez? Yes, Non, je pense que c'est bon. Dès que tu vas aller au slide suivant, moment, il y a la maquette qui va jouer là. Donc, yes, cool. ouais. Donc là, en fait, Donc là, Yeah, vas-y. vas-y. Non, t'inquiète, vas-y. En fait, est-ce que tu peux retourner en arrière? Peut-être, je sais pas, essayer de, comme ça, la vidéo va, voilà, Recommencer. va commencer au début. OK. Donc, en gros, c'est simple. On a juste un bloc, hein. Donc, il y a juste trois fonctionnalités. Je crois c'est le listing qui est là au niveau de la page d'accueil. Ensuite, là, on peut voir les détails d'un article. Et après, ce qui reste à faire, voilà, c'est ajouter un article. C'est tout. Donc, juste trois fonctionnalités et on va essayer de faire ça avec des blocs et des reverse. Voilà. Voilà, d'accord, ça marche. Donc, si tu pars vers, tu peux enchaîner le slide suivant. Yes. Donc là, j'ai mis un Les peu les écrans un peu en gros. Donc voilà. voilà, donc là, c'était notre minute pub design de mon cher Aline Kanouté. Donc, c'est lui qui a fait tous ces écrans-là avec Figma notamment. Donc, comme il l'a dit, c'est un use case qui est assez simple. Donc, on a une liste d'articles dans la page d'accueil. On a notre bouton flottant qui nous permet d'ajouter un article ici. Et on a également une autre page qui nous permet en fait de visualiser les détails d'un article en particulier. Donc là, nous, pour aller vite, donc là, nous, on a déjà intégré la maquette. Donc, il reste juste à intégrer les fonctionnalités derrière. Là, je pense que maintenant, on peut réduire euh, cette fenêtre. Donc, j'espère que vous voyez toujours mon écran. Donc, peut-être juste un ajout. Donc là, en fait, en faisant l'API, on a vu qu'après, on va essayer d'interagir avec une API qu'on a créée. Donc là, on a ajouté un autre champ auteur pour pouvoir en fait savoir l'auteur qui a écrit l'article en question. Donc, je pense que c'est tout. Donc là, je pense que j'avais déjà ouvert mon environnement. Donc, j'espère que vous voyez toujours mon écran et que c'est clair avec l'idée et l'émulateur qui est à ce niveau. Peut- Peut-être tu peux essayer de zoomer un peu Ouais, le VS Code. desktop. Ok, d'accord. Voilà, attends, mais bon, je vais voir. Donc, yes. Donc là, peut-être avant de démarrer, je vais juste montrer l'API vite fait. Donc, c'est une API REST qu'on a fait avec Nest.js. Donc, je vais faire un cours de Docker Compose vu que je suis un fan de Docker. Up-D. Donc, c'est une API qui est assez simple qu'on a fait avec Nest.js. Donc, peut-être après, à la fin de la démo, on partagera le repository qui contient le code source de la démo. Donc, c'est quelque chose de pas fou. Donc, on a juste notre entité qui se trouve là avec le titre de l'article, l'auteur, ainsi que le contenu de l'article. Donc là, c'est autogénéré par l'API, donc le created add et le updated add. Donc là, je pense que c'est tout. Après, vous aurez l'occasion de fouiller un peu l'API. Il y a également une documentation qui est déjà faite à ce niveau-là. Donc, je vais juste voir si mes services ont bien démarré. Yes. Logs. OK, donc apparemment tout est bon. Je vais juste me placer sur l'appli mobile et revenir ici et voir si l'application est joignable.
Voilà, donc là, c'est l'API REST en fait qu'on a mis en place pour cette démo. Donc, c'est juste quelque chose de simple. On peut ajouter des articles, supprimer, modifier, etc. Je pense que c'est tout à ce niveau-là. Donc là, je vais juste lancer l'application ici. Donc là, c'est juste un flag que j'ajoute d'habitude pour optimiser un peu les performances du moteur de rendu par défaut des émulateurs là. Donc là, normalement, voilà. Donc là, par défaut, on affiche la liste des articles. Donc là, en fait, c'est juste des fake data que j'ai créés. Donc, je vais vous montrer ça dans le code. Donc là, voilà. Donc, lorsqu'on clique sur un article, on a la possibilité de voir les détails de cet article-là et on a la possibilité d'ajouter un article. Donc, pour le moment, il n'y a rien. Et on va essayer d'utiliser Riverpod à ce niveau-là. Donc, juste présenter l'architecture très rapidement de l'application mobile. Donc, lorsque vous ouvrez en fait le répertoire libre, là, vous aurez l'ensemble de ces dossiers-là. Donc, le dossier config, comme son nom l'indique, va stocker l'ensemble de la configuration en fait, de notre application. Donc, pour les besoins d'intégration, on a mis ici les couleurs. On a également le routing qui est géré à ce niveau-là. Au niveau de data, qu'est-ce qu'on a? Donc, au niveau de data, on a tout ce qui est contrôleur. Donc, les contrôleurs, en fait, pour gérer les formulaires, en fait. Donc, ce sont les contrôleurs juste au niveau de Dart avec les text editing controllers, ce genre de choses. Donc, par exemple, ici, pour les champs du formulaire, pour chaque champ, on a un text editing controller qui est à ce niveau-là. Donc, ce qui nous permet de gérer ces champs-là à ce niveau-là. Et voilà, j'utilise aussi les exports pour que ça soit beaucoup plus facile et qu'on n'ait pas à avoir une tonne d'export plutôt d'import dans nos fichiers après. Donc ça, c'est plutôt cool. Dans la partie modèle, on a notre entité article qui se trouve à ce niveau-là. Donc c'est juste l'entité article qu'on a également au niveau de l'API. Donc l'ID, title, content, auteur, ce genre de choses. On a également tout un ensemble de méthodes utilitaires comme la possibilité de passer en fait les JSON qu'on va recevoir, etc., etc. Donc là, rien de fou. Donc là, on implémente la pattern repository. Donc notre repository va juste nous permettre en fait, d'utiliser notre service qu'on a créé à ce niveau-là. Et puis, il va faire les calls nécessaires pour pouvoir récupérer les articles, les parser les parser pour pouvoir avoir le bon format qui coïncide avec notre modèle qui se trouve à ce niveau-là. C'est ça qu'il fait. Je pense que là, c'est tout en ce qui concerne le répertoire data. Donc, dans la partie présentation, donc là, c'est tout ce qui est UI. Donc, la partie provider, c'est sur ça qu'on va travailler. Donc, c'est là où on va stocker en fait l'ensemble de nos providers que l'on va utiliser dans notre application. Donc, le répertoire UI, donc ça, il contient en fait juste quelques widgets, quelques composants UI, on va dire, qui sont des widgets, donc à savoir tout ce qui est bouton, floating button, donc loader, également les champs texte qu'on a customisés à ce niveau-là. Donc, c'est juste ça qu'il y a au niveau de UI. Maintenant, au niveau de views, on a l'ensemble de nos vues. Donc, vu qu'on a 3 écrans, donc l'écran comment ça s'appelle encore? L'écran d'accueil, de détail des articles et d'ajout d'articles. Donc, ce sont ces écrans-là qu'on a au niveau de views. Et le répertoire widget, c'est un peu l'équivalent du répertoire components que vous avez au niveau de votre application Vue.js, React ou Angular, par exemple. Donc, il va juste stocker l'ensemble des widgets que vous allez un peu partager dans votre application. Donc, là, dans le dossier article qui se trouve au niveau des widgets, on a l'ensemble des widgets qui se rapportent à article. Et voilà, donc je pense que c'est tout à ce niveau-là. Au niveau de service, qu'est-ce qu'on a? On a notre article service. Donc là, j'utilise le package Dio pour faire en fait les requêtes HTTP. Donc là, le service, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise le HTTP client que j'ai créé à ce niveau-là. Donc c'est juste une sorte de wrapper qui appelle Dio pour call en fait notre HTTP et récupérer les bonnes réponses. Et pour la gestion des variables d'environnement, donc là, j'ai juste créé en fait cette classe utilitaire qui nous permet en fait de loader
notre fichier .env qui stocke en fait tout ce qui est plutôt variable de l'environnement, comme les URL, les API, ce genre de choses. Donc voilà. Donc là, je pense que c'est tout. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va aller au niveau de views, list article views. Voilà. Donc là, les deux articles que vous voyez là, ça ne provient pas de l'API, mais plutôt de, de ce tableau-là que j'ai créé, donc de cette liste plutôt. Donc c'est une liste d'articles modèles. Donc je pense que j'ai montré tout à l'heure le modèle article, donc l'entité article. Et j'ai juste mis des données statiques là pour les besoins de l'intégration. Donc lorsqu'on clique en fait sur un article, ce que je fais, c'est que je passe directement à l'objet là, l'objet article sur lequel on clique vers le widget correspondant que je vais afficher au niveau de détail article. Donc vous pouvez le voir ici au niveau de router. Donc là, au niveau de router, ce que j'ai fait, c'est que lorsqu'on essaie de partir sur cette page-là, donc la page de détail d'un article, donc je lui passe directement un argument, l'article, le modèle article. Donc, ce qui va nous permettre en fait de ne pas faire une autre requête HTTP pour pouvoir récupérer un article avec un ID bien précis. Donc c'est juste ça. Donc là, je pense qu'on peut démarrer maintenant vu que les bases sont posées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par lister des articles. Voilà. On va commencer par lister des articles, mais ce qu'il faut faire en premier, depuis notre workflow, c'est installer Flutter Riverpod. Donc, je vais aller sur PubDev. Je peux le faire directement en ajoutant la dépendance au niveau du PubSpec.yaml. Mais bon, moi, j'aime bien utiliser la ligne de commande. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais taper ici Riverpod. Nous, ce qui nous intéresse, c'est du Flutter. On fait du Flutter actuellement. Donc, on va installer la dépendance Flutter Riverpod. Donc, on va prendre cette commande-là pour pouvoir l'ajouter dans notre application. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais précéder ça de FVM. Donc, vous allez voir que je précède mes commandes Flutter de FVM. Donc, FVM, c'est juste un outil qui nous permet de gérer plusieurs versions en fait, de Flutter sur notre poste, sur notre machine. Donc, c'est un outil qui est plutôt cool. Ce qui me permet d'avoir plusieurs versions de Flutter sur plusieurs projets sur lesquels je travaille, par exemple, sans pour autant me marcher sur les pieds. Donc voilà, donc là on a installé Riverpod et next step, ce qu'il faut faire, c'est voilà, dire à notre application que Riverpod est disponible. Donc c'est ça qu'on va faire à ce niveau-là dans notre main. Donc si je vais au niveau du PubSpec, donc là normalement il a ajouté la dépendance Riverpod. Donc Riverpod est là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au niveau de notre main. Voilà, donc notre main, ce qu'il fait, c'est qu'au niveau de run up, il va juste lancer ce widget principal là. Donc c'est ce widget là que l'on a déjà configuré au préalable avec tout ce qui est routing, ce genre de choses. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va utiliser provider scope comme ceci. Et là, je lui passe en paramètre mon simple block app. Donc voilà. Je pense que j'avais oublié que Canopy m'avait demandé d'augmenter la police. J'espère que comme ça, c'est bon. Ouais, yes, je pense que c'est bon là. Sinon, je peux encore augmenter. Ok, great. Donc là, c'est la première chose à faire. Donc comme vous le voyez, il a automatiquement en fait importé Flutter Riverpod. Et là, on va dire à notre application que voilà, Riverpod est maintenant disponible et on a la possibilité d'utiliser les providers. Sinon, sans ça, notre application ne pourra pas supporter tout ce qui est provider en fait. Donc là, on va redémarrer notre application. Je vais faire ça. Donc là, pour le moment, rien de compliqué. On a juste installé en fait la dépendance Riverpod et informé notre application que Riverpod est disponible à ce niveau-là. Donc là, je vais me rendre sur mon list article screens. Tant qu'il se charge, je vais mettre ça derrière. Voilà, donc là, tout est OK. On n'a pas d'erreur apparemment.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par travailler cet écran-là en y injectant un peu d'état avec Riverpod. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par simplement supprimer ça. Donc, j'avais ajouté ce to-do-là pour dire qu'on va récupérer, excusez-moi, l'ensemble des articles depuis l'API. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ça. Donc, sûrement, je vais avoir des erreurs, ainsi que le to-do. Donc là, on récupérait ça. Ce qu'on faisait, c'est que ça, je peux le supprimer, j'en ai plus besoin. Ce qu'on faisait, c'est qu'on avait notre variable article, où il y avait en fait l'ensemble des articles, et puis on faisait juste un map pour pouvoir passer article par article à notre liste article item widget. Donc c'est juste un simple widget qui nous permet en fait d'avoir le rendu de cette carte-là pour chaque article. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? On va d'abord créer un provider plutôt. Donc je vais laisser ça ici. Donc on va aller au niveau de notre dossier provider qui se trouve là. Donc là, j'ai l'habitude moi de créer un dossier provider dans mon répertoire présentation. Et là, ça me permet en fait de centraliser tous les providers de mon application à ce niveau-là. Et vous pouvez également créer des sous-dossiers. Par exemple, là, on manipule des articles. Peut-être si vous avez, par exemple, des produits, ce genre de choses, vous pouvez ranger les providers en fait en fonction des entités que vous manipulez au niveau de votre application. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un fichier tout simple qu'on va appeler article underscore provider. Torte, bien sûr. Et là, ce que j'ai fait, donc ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que pour chaque dossier, en fait, je crée un fichier qui porte le même nom et j'exporte l'ensemble des fichiers qui se trouvent au niveau de ce dossier. Comme ça, après, si j'ai besoin de, par exemple, plusieurs providers, je n'ai pas besoin de faire import article provider, import un autre provider, import un autre provider. Donc, je vais juste faire import de ce provider-là. Et là, je vais avoir besoin, je vais avoir accès à tous les providers qui se trouvent ici. Et également, j'ai la possibilité de hide ou show certains providers si je le souhaite. Donc là, c'est plus cool de procéder comme comme de la sorte. Ça nous permet de gagner en temps et en espace. Donc là, je vais tout simplement exporter cet article provider que je viens de créer. Ça, je vais pas avoir de soucis après. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va au niveau de notre fichier article provider et on va travailler ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer d'abord un provider qui va nous permettre de récupérer le repository. Donc, le repository, comme je l'ai tantôt expliqué, c'est celui qui va nous permettre en fait de récupérer l'ensemble des articles qui se trouvent au niveau de notre API, ou bien de récupérer un article avec un ID bien précis, ou bien de créer un nouvel article. Donc, c'est ça qu'on va faire. Donc, moi, je pense que j'ai des snippets qui me permettent de générer certaines choses. Donc là, je vais juste taper provider. Et là, j'ai l'autocomplétion et les suggestions là. Donc, je vais prendre ce provider-là. Donc là, je vais créer un provider qui s'appelle Article Repository Provider. Article Repository Provider. Et cet Article Repository Provider, qu'est-ce qu'il va me retourner? Donc là, on a la possibilité en fait de typer les providers là avec les chevrons. Vu que c'est des classes génériques. Donc là, ce dont j'ai besoin, c'est un provider de type article repository. Donc moi, j'ai besoin de récupérer un repository. Donc là, je vais faire ça. Repository. Voilà. Donc automatiquement, il va me l'importer. Donc comme vous le voyez, il n'importe pas le fichier en tant que tel, mais il va m'importer en fait le fichier data.dart qui se trouve ici. Donc le fichier data.dart, il va m'exporter tout ce qui est contrôleur, modèle repository. Donc j'ai pas besoin de faire 45 500 import dans mes fichiers. Donc j'ai juste besoin de ça. Donc voilà. Donc là, j'ai besoin de ça. Également, il se plaint parce qu'il ne connaît pas provider. Donc là, c'est simple. On va juste importer Riverpod. Donc là, on va faire un import de package Flutter, plutôt Flutter underscore Riverpod. Riverpod.dart. Donc là, il ne se plaint plus. Donc voilà, donc c'est ça dont on a besoin. Donc ce provider-là, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va juste nous donner en fait une nouvelle instance de article repository. Article repository, il se trouve ici. Donc voilà, donc c'est ça dont on a besoin en premier. Notre article repository provider.
Donc, il va juste nous fournir un article repository. Et maintenant, on va créer un autre provider qui va nous permettre en fait de récupérer la liste des articles que l'on a au niveau de notre API. Donc, si je me rends juste au niveau de là, donc là, on avait dit que voilà, les feature providers nous permettent de manipuler les features. Donc, je pense que c'est ça qui nous intéresse, vu que l'on va devoir interagir avec des calls HTTP. Donc, c'est ça qui va nous intéresser. Donc, je vais juste retourner au niveau de mon VS Code. Et là, on va utiliser ce qu'on appelle les feature providers. Donc, comme expliqué tantôt, les feature providers vont nous permettre en fait d'interagir avec tout ce qui est feature au niveau de Dart. Donc, les features au niveau de Dart, ce sont les types qui vont nous permettre en fait de faire tout ce qui est asynchronicité. Donc, tout ce qui est requête asynchrone, appel d'API, ce genre de choses. Donc, là, on utilise des features. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler tout simplement articles provider, comme ceci. Articles provider. Comme ça, je saurai que voilà, je vais récupérer une liste d'articles. Et mon feature provider, ce dont il va me retourner, c'est une liste d'articles. Donc, une liste d'articles, c'est quoi? C'est une liste de articles modèles. Voilà, donc c'est mon modèle que j'ai créé à ce niveau-là. C'est tout simplement l'entité article. Donc, c'est ça dont on a besoin. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vu que ce feature repository-là va devoir faire des calls HTTP, il va en fait faire de telle sorte qu'il devra accéder à ce provider-là pour pouvoir récupérer le repository et récupérer la liste des articles qui se trouvent au niveau de l'API. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va juste créer une variable qu'on va mettre à final et on va l'appeler article repository. Donc là, on a la possibilité en fait au niveau des comment ça s'appelle encore, des providers, on a la possibilité de lire d'autres providers ou bien d'interagir avec d'autres providers. Donc on a la possibilité un peu de combiner les providers quoi en quelque sorte. Donc je vais faire article repository pour pouvoir récupérer mon repository. Donc là, vu que j'ai accès à ce ref là, je peux récupérer la valeur de ce provider là ou bien la valeur que me fournit ce provider. Donc je vais juste faire un ref.watch de quoi? De ce provider là. Donc ce provider, ça s'appelle article repository provider. Je fais ça. Voilà. Et là, j'ai mon article repository qui m'est fourni par ce provider là. Et là, je peux faire article repository .get all. Et là, il va me retourner en fait l'ensemble des articles que le repository va se charger de récupérer auprès de mon API. Donc voilà, donc là, la méthode getAll, ce qu'il fait, c'est tout simplement ça au niveau de ce repository. Maintenant, on a notre provider qui est là, qui peut nous permettre de récupérer l'ensemble des articles qui se trouvent au niveau de notre API. Donc ce qu'on va faire, c'est on va retourner au niveau de notre liste article screens. Et maintenant, on a la possibilité de récupérer les articles depuis l'API. Donc, je vais tout simplement enlever ça. Voilà, donc là, ça, je pense qu'on n'en aura plus besoin. Ce que je vais faire, c'est que je vais transformer en fait ce stateless widget là en consumer widget. C'est un peu ce qu'on avait à ce niveau-là. Donc, pour pouvoir interagir avec les providers. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, c'est simple. On va juste enlever le stateless et on va mettre consumer. Pour dire que voilà, mon widget, lui, sera capable de consommer des providers, mais lui, il ne le connaît pas. Donc, je vais devoir importer Riverpod. Donc, import package Flutter Riverpod. Flutter Riverpod. Flutter Riverpod.dart. Donc, voilà. Donc, là, on a ça. Maintenant, il nous manque quelque chose. C'est l'attribut en plus au niveau de la méthode build. C'est tout simplement une widget ref qu'on va appeler ref. Et voilà, donc là, je pense qu'on est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a nos providers qui se trouvent ici. On va tout simplement dire à notre widget de récupérer en fait ce provider-là pour pouvoir récupérer l'ensemble des articles. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, moi, j'ai l'habitude de faire ça. Donc, je vais juste faire un var article comme ça. Donc, d'habitude,
j'ajoute un dollar en fait sur tout ce qui est async value, vu que en fait, lorsque je vais faire un ref point watch, plutôt point watch, de quoi? De articles repository, plutôt provider, du moins. Donc là, ce qu'il va me retourner, c'est une async value. Donc c'est une valeur qui est asynchrone. Donc vu que c'est une valeur qui est asynchrone, on va devoir attendre que voilà, l'appel termine et puis qu'il puisse nous retourner les articles. Donc c'est pourquoi dans la plupart du temps, j'ajoute un dollar pour me dire que voilà, ça c'est une async value. Donc là, on n'a pas encore la liste des articles, on a une async value de liste articles. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que out of the box, en fait, ce que je veux pas nous permettre de faire, c'est qu'il va nous proposer tout un tas de choses. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste copier ça, le scaffold, je vais copier ça, plutôt le couper. Et ce que je vais faire return article dollar point, et là, j'ai une méthode qui s'appelle when. Là, c'est le truc qui est vraiment cool dans Riverpod. Donc là, on a cette méthode when là. Cette méthode when, il prend 3 paramètres. Donc, date, error et loading. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, date, en fait, ça va nous permettre de gérer les données. Donc, si l'appel là se passe bien, on va récupérer la liste d'articles. Donc, comme vous le voyez, date, ça va matérialiser tout simplement la liste d'articles. Error, ça va nous permettre de gérer tout ce qui est erreur si quelque chose se passe mal. Et loading, ça va nous permettre en fait de gérer l'état de chargement de l'appel. Donc là, on peut peut-être retourner un cycle progress indicator, par exemple, ou bien un loader qui va nous permettre de dire à l'utilisateur de patienter le temps que les données se chargent, quoi. Donc, Go, c'est ce qu'on va faire. Donc là, on a la possibilité de faire ça. Donc là, on a le paramètre data. Donc le paramètre data, ça va être tout simplement la liste d'articles qu'on va récupérer. Et là, je vais copier ceci. Donc là, on y reviendra plus tard. Ce que je vais faire, donc vu que ça s'appelle data, donc le data, je vais le renommer en article. Vu que c'est la liste des articles, là, j'aurai plus ces erreurs-là. Donc au niveau de erreur, on va régler ça. Donc là, il nous donne deux paramètres, donc error et stack trace. Donc là, stack trace, c'est très important. Donc ça va nous permettre en fait de tracer s'il y a une erreur qui se produit, donc d'où l'erreur provient. La trace carrément donc de ça. Donc pour le moment, on va juste retourner un title widget. Donc c'est juste un widget qui renvoie du texte que j'avais créé. Title widget. Pour l'instant, je vais faire ça. On va y revenir plus tard. Et pour le loading, on a un custom loader que j'avais créé également, qui va nous permettre tout simplement d'afficher en fait un loader lorsque l'appel est effectué. Donc là, c'est une méthode, voilà, qui va renvoyer ça. Yes. Donc je peux enlever ça et ça. Donc là, on devrait être bon. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever aussi ces paramètres en plus, plutôt ces parenthèses. On va l'accepter. OK. Donc là, on devrait être bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça, je vais enlever ça. Voilà, comme ça, c'est beaucoup plus nice à ce niveau-là. Ça, on n'en a pas besoin. Voilà, donc là, ce que je fais, c'est que je vais lire ce provider-là. Il va me renvoyer cette async value. Et là, au niveau de cette async value, j'ai la possibilité de récupérer l'article. Et voilà, donc là, on a ça. Je vais juste refresh l'application. Normalement, il devrait plus afficher rien du tout. Voilà, donc là, c'est le loader en fait qui est un peu bizarre. Donc, je vais le changer. Ouais. Donc là, vu qu'il n'y a pas d'article en fait au niveau de l'API, donc il ne renvoie rien. Donc, on va essayer de gérer ça rapidement. Donc, si je fais un get, là, on n'a pas d'article en fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est très simple. Donc, on va juste mettre une condition. On va mettre ici, si notre liste d'articles n'est pas vide, dans ce cas-là, tu vas m'afficher ça.
tu vas m'afficher la liste des articles. Si tel n'est pas le cas, ce que tu vas faire, tu vas m'afficher un title widget comme ceci et tu vas me dire aucun article trouvé pour le moment, comme ceci. Et je vais y mettre un font size de 18. Et là, je pense qu'on devrait être bon. Et je vais régler le souci du custom loader. Donc, je vais juste wrapper ça au niveau d'un center. Voilà, là, je pense qu'on devrait être bon. Oui, mon téléphone. Donc là, je vais recharger. Et voilà, vous avez notre loader que vous avez trouvé tout à l'heure. Donc, c'est ce custom loader-là, en fait, qui est chargé. Yes, et non, voilà, donc là, on n'a pas d'article. Donc là, on est bon. Il arrive à récupérer les articles. Donc là, on va essayer de continuer sur la même lancée, toujours avec Beaverpod, en essayant de créer un article. Donc là, on va faire la même chose. Donc, vu qu'on travaille avec de l'asynchrone, donc on va toujours utiliser les feature providers. On va toujours utiliser les feature providers. Donc là, je vais ouvrir en fait cette page-là. Donc c'est la vue Article Creation Screen. Donc Article Creation Screen, ce qu'il va faire, c'est quoi? Donc il y a ce widget-là, il y a ce widget-là, Article Creation Form. Voilà. Donc c'est ce Article Creation Form widget-là qui contient en fait le formulaire. Et là, il y a les text fields qui se trouvent à ce niveau-là. Donc là, on a essayé d'organiser le code pour que ça soit beaucoup plus simple. Donc là, c'est le titre, le contenu, l'auteur et le bouton qui va nous permettre d'ajouter. Et lorsqu'on clique dessus, il va tout simplement en fait call cette méthode-là qui n'est pas encore implémentée. Donc là, on va essayer de partir à ce niveau-là. Donc Go, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre provider. Mais il faudrait qu'on fasse de telle sorte qu'en fait notre provider puisse prendre en paramètre les éléments que l'on a renseignés au niveau du formulaire. Donc, comme vous le voyez, on a 3 champs, titre, auteur et contenu. Et on devra passer en fait les paramètres là à notre, comment ça s'appelle là encore, à notre repository. Voilà. Si vous voyez au niveau de la méthode save là, il prend une variable en paramètre qui s'appelle data. Donc là, ce sont les données issues du formulaire là pour créer en fait un article. Donc, va falloir faire ça. Donc pour ça, en fait, Rémi a bien pensé à ça. Donc si vous allez au niveau de la documentation de Riverpod, donc je vais y aller rapidement, vous allez avoir ce qu'on appelle les modifiers. C'est où encore for providers, concept, voilà. Vous avez ce qu'on appelle les modifiers. Donc les modifiers, vous en avez deux. Vous avez les family et vous avez les autodispose. Donc les autodispose, en fait, c'est un peu la manière de faire du free si vous avez fait du C par exemple lorsque vous faites du alloc ou bien du malloc. Donc là en fait ça nous permet un peu de libérer la ressource et nous ce qui nous intéresse ce sont les familles. Donc les familles en fait vous pouvez l'appliquer dans pratiquement n'importe quel provider ou surtout les features plutôt. Qu'est-ce que je raconte? Donc plutôt les features et ça va nous permettre en fait de passer un paramètre à un feature provider. Donc là c'est ça dont on va avoir besoin. Donc, on va avoir besoin de passer en fait les paramètres que l'on a renseignés au préalable dans notre formulaire au niveau d'un provider pour qu'on puisse créer en fait un nouvel article. Donc, c'est ça qu'on va faire. Donc, Go. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Feature Provider. Et là, mon snippet me propose Feature Provider Family. Donc, super. Je vais prendre Feature Provider Family. Et comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler article Creation Provider. Et ce provider-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va toujours me renvoyer, après avoir stocké en fait mon article. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me renvoyer en fait l'article qui a été persisté en base, quoi. Donc là, il devra me renvoyer un article modèle. Et comme paramètre, le paramètre ce sera de type int, vu que ça va être
Qu'est-ce que je raconte? En fait, c'est pour récupérer plutôt un article d'un ID bien précis. Donc, on va juste toujours rester dans la même lancée, ou plutôt, yes, ça. Et ça, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, au niveau de notre méthode repository, il prend un paramètre dynamique. Donc nous, ce qu'on va faire, simple. Donc on va lui passer un map string, bien sûr.